Et oui, les pêcheurs empêchés de pêcher, comme dirait Laurent Voulzy. En ce moment, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une réelle bisbille sur le front franco-britannique et sur les mers qu'on partage. Alors, est-ce une simple histoire de pêche? Écoutez, on va poser la question à Aurélien Antoine, qui est professeur en droit public à l'Université de Saint-Etienne et surtout, et c'est pour ça qu'on l'invite, dirigeant de l'Observatoire du Brexit. Bonjour Aurélien Antoine. Bonjour. Bonjour à vous Aurélien Antoine. Oui, c'est vrai que on parle beaucoup de cette guerre, si on peut l'appeler ainsi, autour de la pêche entre les Français et les Britanniques. Et finalement, on se dit que ça concerne quelques dizaines de navires. Pourquoi ça prend autant d'ampleur et surtout pourquoi on n'arrive pas à trouver de sortie de crise, puisque les entretiens hier entre Boris Johnson et Emmanuel Macron n'ont pas donné grand-chose. On a vu d'ailleurs une déclaration à l'issue de cet entretien totalement contradictoire, que ça soit quand on observe celle côté français ou côté britannique. Côté français, on nous parle d'amorce de désescalade et c'est pas du tout le cas côté britannique. Comment on en est arrivé là de votre point de vue, Aurélien Antoine? Il y a des éléments à la fois structurels et conjoncturels. D'un point de vue structurel, c'est quand même une zone, notamment en ce qui concerne la pêche autour des îles de Guernsey et Jersey. Historiquement, il y a toujours eu des conflits, y compris lorsque le Royaume-Uni était État membre de l'Union européenne. Puis d'un point de vue plus conjoncturel, oui, c'est lié évidemment aux conséquences du Brexit. Fallait pas penser que ça allait être exactement comme avant. Oui. Et ça se cristallise. Pourquoi ça se cristallise autour de ce dossier de la pêche ? Mais c'est assez ancien dans les négociations. Souvenez-vous, il y a un peu moins d'un an, c'était un des dossiers sur lequel Britanniques et Européens avaient du mal à s'accorder. On disait déjà que ça concernait, comme vous l'avez rappelé, quand même que quelques navires, une part du PIB qui reste relativement limitée en ce qui concerne les échanges. C'est à la fois symbolique d'un point de vue politique, cette question de la pêche. Côté britannique, parce que beaucoup de pêcheurs ont voté en faveur du Brexit, et du côté français parce que c'est un attachement d'abord à une tradition, on a beaucoup de côtes, et c'est lié aussi à la France, terre à la fois de pêche et d'agriculture. Donc il y a des deux côtés, il y a beaucoup de symboles qui jouent, même si effectivement en termes d'importance économique, c'est peut-être pas la priorité. Alors pourquoi on n'arrive pas à trouver de solution? Derrière, c'est tous les autres sujets qui découlent de ce Brexit. Personne, autrement dit, Londres comme Paris ne veulent pas perdre la face, c'est ça? Oui, en fait, la France comme le Royaume-Uni sur ce dossier peuvent donner l'impression de jouer de leur souveraineté. Oui. Côté britannique, pour montrer que ces fameux to take back control, c'est-à-dire on a repris le contrôle et on peut le montrer à peu de frais sur cette histoire de pêche et à peu de frais économiquement, parce que quelle que soit l'issue, ce ne sera pas une catastrophe pour l'ensemble de l'économie des deux pays. Et du côté français, on le sait très bien, Emmanuel Macron, dans une perspective d'affirmer une souveraineté, alors non seulement européenne, mais aussi nationale, après quand même les déconvenus que la France a pu avoir, en particulier avec les Britanniques, mais aussi les Américains. Donc le contexte est en fait très favorable à ce type d'escalade dans ce champ de la pêche. Alors, on va écouter justement Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier soir après le G20 et après cet entretien avec Boris Johnson. Nous avons remis aux équipes du Premier ministre Johnson, un document actant de cette méthode. Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place. Parce que ce sera une fin de non-recevoir. La balle est dans le camp des Britanniques. Nous leur avons remis une proposition. Et donc, si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs. Alors Aurélien Antoine, ces mesures de rétorsion censées s'appliquer à partir de demain, c'est quand même du jamais vu dans l'histoire de la construction européenne, même si le Royaume-Uni évidemment est sorti de cette histoire.
Alors, bon, effectivement, le Royaume-Uni n'est plus un État membre, donc ce type de confrontation, dès lors que le Royaume-Uni n'est plus État membre, n'est pas forcément surprenante. Après, la difficulté dans ce contexte-là, c'est qu'on l'entend dans les propos d'Emmanuel Macron, mais de façon un peu ambiguë, et on l'entendait aussi déjà dans les paroles d'Annick Girardin, qui s'occupe du dossier de la pêche. On se rend compte que prendre des mesures de rétorsion en invoquant la violation d'un traité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est critiquable parce que ce sont des mesures unilatérales de la France. C'est l'Union européenne qui a signé ce traité. Donc si les mesures rétorsion doivent venir, ça doit être bien de l'Union européenne. Si vous voulez, de deux choses l'une, ou bien on considère que les Britanniques ne violent pas du tout le traité de commerce et de coopération. Alors dans ces cas-là, c'est une affaire franco-britannique. Effectivement, on peut prendre des mesures de rétorsion, mais on n'appelle pas Bruxelles à l'aide. Oui. Ou on considère qu'effectivement les Britanniques ont bien violé l'accord, ce qui reste à démontrer, qui est, en tant que juriste, en réalité c'est assez complexe, c'est pas aussi simple que le présentent les deux parties. On considère donc qu'il y a eu violation de l'accord, et dans ces cas-là, c'est à Bruxelles d'engager des procédures pour d'éventuelles sanctions qui viendraient au terme d'une procédure particulièrement longue et complexe. Et on a entendu Boris Johnson notamment menacer d'une procédure, mais alors devant les institutions européennes, c'est bien ça? Oui, parce que Boris Johnson et son équipe, là pour le coup, sont plus légalistes que nous, c'est-à-dire qu'ils considèrent que si la France prend des mesures de rétorsion en invoquant une violation du traité de commerce et de coopération, eh bien ils sortent du droit, parce que ce seraient des décisions unilatérales. Donc dans ces cas-là, les Britanniques seraient légitimes à engager cette fois une procédure d'infraction contre l'Union européenne du fait d'un de ses États membres qui n'aurait pas respecté les procédures du traité. Vous voyez, c'est un pas ricochet. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez complexe. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est un peu le problème qui se présente, et les Britanniques ont parfaitement compris qu'ils pouvaient rebondir un petit peu là-dessus. Alors ce sujet de la pêche, Aurélien Antoine, il illustre cette somme de mini-conflits qui peuvent exister depuis la sortie du Brexit. Il y en a une série d'autres. Est-ce que vous pourrez refaire un peu l'historique ? Alors il y en a d'autres. Alors avec la France, il y a la question migratoire qui n'est pas complètement du fait de l'Union européenne, mais le principal problème, ça reste quand même le protocole nord-irlandais. Et là, c'est un vrai gros sujet parce que il y a quand même la paix entre les deux parties de l'île d'Irlande qui est en cause. Il y a des vrais problèmes d'approvisionnement du côté de l'Irlande du Nord. Et puis surtout, dans ce dossier-là, je considère pour ma part que les Britanniques font véritablement preuve de mauvaise foi et que leurs exigences aujourd'hui, au regard de ce que l'on sait, ce qui s'est passé en détail pendant les négociations des deux traités de Brexit, sincèrement, ils vont de mon point de vue trop loin et ils font vraiment preuve d'une mauvaise préparation, d'une mauvaise foi, et ils semblent découvrir des difficultés que finalement on connaît depuis le début du Brexit. Alors simplement qu'on se remette dans le contexte, cette histoire avec l'Irlande du Nord, c'était d'une question de douane, c'est ça ? Alors, la grande difficulté, c'est que l'Irlande du Nord est donc une espèce d'enclave dans la République, dans l'île d'Irlande, et cette frontière entre les deux parties de l'île n'existe plus depuis l'accord du Vendredi Saint, donc un traité de paix qui a permis de mettre fin aux troubles en Irlande du Nord. La difficulté, c'est que cet accord du Vendredi Saint a été largement fondé sur la libre circulation des traités européens, et qu'avec un Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, ces principes de libre circulation ne s'appliquent plus. Donc très rapidement, dans le cadre des négociations sur le Brexit, la question s'est posée de savoir, mais comment on fait pour maintenir, j'allais dire, l'absence de frontières entre les deux Irlandes alors que le Royaume-Uni sort. Donc c'était évidemment une difficulté qui a été résolue par le fameux protocole en repoussant la frontière en mer d'Irlande, en mettant des contrôles avant l'Irlande du Nord, si vous voulez, mais concrètement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, si on regarde un petit peu la chronologie des faits, ça survient aussi un mois après l'accord AUKUS, donc l'accord passé entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de politique là-dedans aussi ? Et surtout, est-ce qu'on ne souffre pas de la comparaison lors de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron s'est montré tout de même moins véhément avec le président américain qu'avec le Premier ministre britannique ? Bon, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure. Évidemment que c'est très symbolique et très politique, et Emmanuel Macron sait à qui il a affaire. C'est bien plus facile de taper du poing sur la table
contre un Premier ministre qui certes continue d'être populaire sans véritable opposition pour l'instant, mais qui est quand même affaibli par la crise de la Covid, par le Brexit, que devant Joe Biden qui est à la tête de l'État qui reste la première économie mondiale. Donc, alors qu'en termes de conséquences, si je puis me permettre, l'accord des sous-marins est tout de même un peu plus important, même si c'est très important, que ces dizaines de bateaux sur les mers britanniques. Alors, on ne sait pas quel est vraiment le chiffre, le nombre de bateaux. Puis comme le rappelait Emmanuel Macron hier, derrière un pêcheur, c'est aussi toute une économie, etc. Et c'est vrai que c'est pas vraiment le même sujet, le même type d'économie, parce que l'économie de commande de sous-marins, ça, c'est pour un certain temps, c'est évidemment beaucoup d'emplois. Et c'est vrai que d'un point de vue de stratégie, de ce que cela dit, cette affaire AUKUS, de l'évolution de la géopolitique vers l'Indo-Pacifique est évidemment envisagée depuis un certain nombre d'années. Évidemment, c'est beaucoup plus fondamental. À l'échelle européenne et mondiale, c'est même pas comparable, je vais dire. Et simplement, dans la situation actuelle, qui a le plus à perdre? Est-ce que ce sont les pêcheurs français ou les pêcheurs britanniques, si on regarde la situation en ce moment, en tout cas ce qui crée des tensions? Eh bien, si on réfléchit bien, ça se crispe parce que justement, les deux ont à perdre. Parce que les Britanniques, d'accord, ils veulent retrouver le contrôle de leurs eaux, mais il y a une telle quantité de ressources halieutiques qu'ils sont obligés de l'exporter massivement vers le continent européen. Donc ils n'ont aucun intérêt à se mettre en opposition frontale avec l'Union européenne ou l'un de ses États membres. Mais du côté français, tous les pêcheurs concernés, alors c'est quand même une situation géographique très particulière, Jersey et Guernsey. Je ne sais pas si vos auditeurs voient précisément où c'est, mais c'est très proche des côtes normandes. Donc à peine on sort pêcher, on tombe dans les eaux territoriales de Jersey et Guernsey. Donc il y a des situations locales qui sont très dépendantes de cette pêche, et il est évident qu'on ne peut pas laisser les pêcheurs, j'allais dire, en rase campagne, qui ont leur modèle économique depuis plusieurs décennies fondé sur cette pêche dans ces îles-là. Alors peut-être qu'il aurait fallu mieux les accompagner. Est-ce qu'on peut y voir cette histoire de guerre autour de la pêche un signe d'affaiblissement de l'Union européenne vis-à-vis évidemment du Brexit? Elle est quand même relativement absente, cette Union européenne, depuis le début de cette crise. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, tout simplement parce qu'elle n'est pas sûre que le jeu envahisse la chandelle. Il y a déjà beaucoup de tensions avec Londres sur les questions du protocole nord-irlandais qu'on a déjà évoqué, et qu'elle n'a pas envie de prendre des mesures de rétorsion qui, encore une fois, ne peuvent être fondées pour le cas de l'Union européenne que sur l'accord de commerce et de coopération, et qui ne viendraient qu'au terme d'une procédure très longue. Et je vous rappelle que ces procédures ont déjà été engagées par l'Union européenne à propos du protocole nord-irlandais. Elles ont été suspendues pour l'instant, mais on voit qu'en fait c'est très long, ça reste largement du ressort de la diplomatie, et que le droit malgré tout est quand même un peu impuissant dans ce type de situation de crise paroxystique qui demande des résolutions quand même un peu rapides. Donc l'Union européenne est silencieuse sur le dossier de la pêche, elle donne son soutien à la France, mais parce que sincèrement, le jeu n'en veut peut-être pas tout de suite encore la chandelle. Le dossier nord-irlandais est prioritaire, et à juste titre. Et peut-être sur les recours que les Britanniques pourraient déposer sur les mesures de rétorsion à proprement parler, qui sont censées s'appliquer à partir de demain. Là encore, ça peut être contesté devant les institutions européennes? Alors, la procédure qui est prévue par l'accord de commerce et de coopération, c'est déjà de rentrer en discussion. Donc on discute déjà, mais là ce serait un déclenchement officiel, donc de saisir en fait les comités qui ont été créés par l'accord de commerce et de coopération, de discuter dans ces comités. Puis si ça va pas, c'est le comité qui chapeaute un petit peu tout l'accord, si vous voulez, qui va intervenir. Puis si ça va pas encore, eh bien on va lancer éventuellement des premières mesures de rétorsion avec une solution qui doit passer par un arbitrage ensuite pour déterminer définitivement qui a tort ou a raison. Merci donc, beaucoup. Vous voyez, c'est extrêmement long. Merci beaucoup Aurélien Antoine, en tout cas c'est toujours agréable d'avoir ces éclaircissements, parce que c'est vrai que c'est un sujet technique et vous avez été très clair. Et puis morale de l'histoire, il faut reconquérir les îles de Guernesey et de Jersey. Merci beaucoup, et dans un instant nous allons parler sécurité, droit public et terrorisme avec le juriste Alexis Depraux.